Je suis très heureux et aussi honoré d'être avec vous lorsque j'ai vu la liste des conférenciers que vous avez eu la chance d'avoir dernièrement. Donc c'est un véritable honneur d'être parmi vous ce soir. On va parler un petit peu du futur, de ce qui nous attend dans les prochaines années, de numérique, de digital, de nouvelles technologies. On va parler de culture tech, de disruption, parce que c'est aussi le monde dans lequel on entre et surtout, il va falloir qu'on se l'approprie pour ne pas en avoir peur et surtout parce qu'il va être très très excitant. Juste avant de commencer, je vais revenir sur le titre Digital Évangéliste, parce que vous avez vu que c'est comme ça qu'on me présente souvent. Alors pour rien vous cacher, j'ai fait exprès de garder ce titre Évangéliste Digital parce que je savais que ça allait rester dans les esprits. Mais en fait, j'ai fait exprès parce qu'en Europe, en particulier en France, quand on dit Évangéliste Digital, ça reste dans les esprits parce que ça surprend, parce que ça questionne, ça pose des questions, mais aussi et surtout parce qu'on est en France, il y en a beaucoup qui méprisent ce truc-là et qui se disent « mais qui c'est celui-là, pour qui il se prend ?» Donc c'est fait pour ça, c'est pour ça que j'ai gardé ce titre-là. Je vous rassure, c'est un métier, évangéliste digital, qui arrive en Europe. Il y en a énormément aux États-Unis. Regardez toutes les boîtes de tech, que ce soit Google, Facebook, Amazon, etc. Le métier d'évangéliste chez eux consiste à s'emparer, ça peut être de produits, de business models, de technologies, de culture, s'emparer de ces sujets, de les décomplexifier pour ensuite aller diffuser de la connaissance sur ces sujets, soit auprès des clients, du grand public, etc. C'est vraiment embarquer le monde sur ce nouveau monde pour ne pas le craindre et surtout avoir envie de s'y engager. Alors avant de vous parler du futur, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois, qui illustre bien finalement le changement de paradigme qu'on est en train de vivre en ce moment avec les nouvelles technologies, ce qu'on appelle le numérique, digital, toutes ces choses-là. Ça s'est passé dans une université à la remise des diplômes. C'était une université qui formait des ingénieurs. Et je devais intervenir à la remise des diplômes pour féliciter les étudiants, pour les encourager à rentrer dans le monde professionnel, leur dire à quel point le nouveau monde allait être excitant, etc. Et j'intervenais juste après le doyen de cette grande université, qui évidemment a félicité tous les étudiants, et qui leur a dit à tous, vous êtes les futurs leaders, vous êtes les leaders de demain, vous avez une formation prestigieuse, et je vous souhaite à tous, il leur avait dit, de devenir des leaders et de décrocher un poste dans un grand groupe pour représenter la France dans les prochaines années, etc., etc., etc. Je suis passé juste après lui. J'ai été gonflé à bloc. Je me suis dit, mais il est fou de leur dire ça. Je suis passé juste après et j'ai dit aux étudiants, je vous souhaite surtout pas de décrocher un job, encore moins en CDI et encore moins dans un grand groupe. Alors évidemment, le doyen était furieux. Il s'est dit, mais pour qui il se prend ce type qui met même pas de costume et qui leur dit, nous on leur dit, on les forme à un job et lui il leur dit, non, non, ne décrochez pas de job. Je leur ai dit, ce monde-là est fini. Le CDI, le salariat, ce monde des grands groupes, etc., qu'on a glorifié, adulé, c'est fini. Je leur ai dit, c'était le monde de nos parents, qui était très bien. Aujourd'hui, ce que je vous souhaite, c'est de créer votre propre job, de devenir start-upper, de créer une boîte, de devenir indépendant. Je leur ai expliqué qu'il y avait beaucoup moins de risques qu'avant, que le monde changeait, qu'il y avait des opportunités partout, mais de ne surtout pas se cantonner à ce monde des grands groupes, du CDI, du salariat, etc. Évidemment, ça a fait un tollé. Alors, les étudiants ont adoré. Sur Twitter, j'ai été retweeté par une énorme partie de la communauté, mais aussi, j'ai eu toute une partie qui m'est tombée dessus en me disant mais pour qui il se prend pour dire ça aux étudiants, c'est pas du tout ça dont on a besoin en France. Et malheureusement, c'est ce que je pense. Ce clivage, il cristallise en fait ce changement de paradigme qu'on est en train de vivre. Il y a énormément de choses en ce moment, c'est le cas du salariat, c'est peut-être le cas de la démocratie à discuter, c'est peut-être le cas des États qui sont en train de disparaître pour faire émerger un autre monde. Ce nouveau monde, évidemment, on a tendance à le craindre parce qu'il n'a rien à voir avec ce qu'on a connu hier, mais à mon avis, il va être très excitant. Ce nouveau monde, on l'a souvent décrit dernièrement, les Américains l'ont souvent décrit, par le concept de disruption. Qui parmi vous était familier avec le concept de disruption avant? C'est pour savoir. Alors, le concept de disruption, c'est en train de devenir un mot qui est mainstream. Les Américains, c'est dans leur langage courant, ils parlent de disruption pour parler de chamboulement, que ce soit dans les embouteillages, on parle de disruption du trafic, que ce soit dans la chimie, on va parler de disruption de la chimie du corps lorsque vous prenez un médicament, etc. C'est vraiment un mot du langage courant qui veut dire changement majeur, rapide, de rupture, etc. C'est courant. Sauf que depuis quelques années, les Américains, ils emploient le mot disruption pour parler de tous les bouleversements qui touchent la société,
le monde du travail, nos vies personnelles et professionnelles aussi au passage, la société dans son ensemble grâce aux nouvelles technologies. Ce qui se passe, c'est qu'auparavant, on parlait de révolution pour tous ces bouleversements, mais cette fois-ci, c'est plus adapté. Parce que dans une révolution, c'est certainement, mais c'est lorsque vous avez un monde qui arrive à bout de souffle, tout simplement parce qu'il ne peut plus tenir. Il y a des forces extérieures qui le poussent, qui le forcent à changer. Sauf que dans une période de disruption, telle que les Américains l'emploient en ce moment, qui est en train d'arriver chez nous, cette fois-ci, vous avez un monde qui peut encore tenir, des jobs, des métiers, des industries qui peuvent encore tenir, mais cette fois-ci, la démarche, c'est de les rendre volontairement obsolètes en utilisant des nouvelles technologies qui sont de plus en plus puissantes. Regardez ce qui s'est passé avec les taxis. Vous savez, on a beaucoup parlé d'ubérisation, avec l'arrivée d'Uber vis-à-vis des taxis. Il faut savoir que l'ubérisation, c'était un cas particulier de disruption qui nous attend dans les prochaines années. Ce qui s'est passé, c'est que vous aviez un monde qui pouvait encore tenir, le monde des taxis, transporter des gens, l'expérience était déplorable, ça pouvait tenir encore, très bien. Sauf qu'Uber est arrivé et il a dit non, non, c'est pas comme ça que ça va se passer, ce monde-là est fini, on va réinventer toute l'expérience. Et il est en train de rendre obsolète l'ancienne manière de faire des taxis, qui est en train de devenir un standard. Et les taxis sont en train justement de répliquer et de tendre de plus en plus vers le modèle Uber. C'est ça la disruption. On est en train de forcer tout ce qui nous entoure, que ce soit des métiers, des secteurs, des industries, des profils, des compétences, une culture, une manière de communiquer, de faire de la politique, on l'a vu récemment, et c'est que le début, tout ça obsolète pour inventer autre chose en utilisant des nouvelles technologies. Pourquoi ça a lieu en ce moment ? Tout simplement parce que toutes ces nouvelles technologies, dont on nous parle depuis une dizaine d'années, qu'on a appelé numérique, le digital, toutes ces technologies sont ce qu'on appelle aujourd'hui en économie des commodités. Ça veut dire que c'est de plus en plus facile à produire, ça coûte pas cher, c'est de plus en plus accessible à tout le monde. Regardez, si vous prenez tous les smartphones tous les ans, ils coûtent à peu près toujours le même prix, mais leur puissance augmente tous les ans. Par exemple, regardez le prix d'une télécommunication entre l'Europe et les États-Unis. Ça coûtait une fortune dans les années 70, le coût n'a fait que baisser, aujourd'hui ça ne vaut plus rien. Aujourd'hui, vous pouvez faire du WhatsApp, de la vidéo dans le creux de votre main en direct avec les États-Unis ou l'Asie, ça ne vaut plus rien. Donc les technologies sont devenues de plus en plus puissantes et accessibles, ce qui veut dire que tout le monde peut s'en emparer, les utiliser pour forger le monde à son image. Vous savez, il y a Steve Jobs qui a eu une importance énorme sur ce nouveau monde, puisque vous savez que dans son adresse à Stanford, il avait dit aux étudiants qu'à partir du moment où vous comprenez que le monde a été fait par des personnes qui avaient décidé de le changer, tout le monde pouvait adopter cet état d'esprit et transformer le monde et le transformer à son image. Du coup, ça a créé une génération d'entrepreneurs qui utilisent maintenant ces technologies pour façonner le monde à leur image. Ce qui s'est passé dernièrement, vous avez dû suivre ça dans la presse, c'est qu'on a une accélération sur l'arrivée de ces nouvelles technologies qui bouleversent le monde, parce qu'on est en train de rendre non seulement les machines puissantes, mais aussi intelligentes. Qui avait entendu parler d'intelligence artificielle ici, parmi vous ? Oui. L'intelligence artificielle, vous l'avez vu dans la presse, c'est plus de la science-fiction. Alors, je ne vais pas revenir aujourd'hui énormément sur le sujet de l'intelligence artificielle, puisque j'imagine que vous avez lu ou entendu ou regardé beaucoup de conférences là-dessus. Vous savez que ce sont des machines qui ne sont plus programmées, mais qui sont aujourd'hui entraînées, qu'on nourrit avec des données pour atteindre des objectifs dont on dit qu'ils relèvent de l'intelligence. La question, c'est finalement qu'est-ce qui relève de l'intelligence, puisque à chaque fois qu'une machine fait quelque chose qu'on disait relever de l'intelligence, on finit par dire, finalement, si la machine l'a fait, c'est qu'il n'y a pas d'intelligence. On est très, très arrogants, les êtres humains, vis-à-vis de notre intelligence. Le fait est que tout ce que l'on considérait relever de l'intelligence, que ce soit le traitement du langage, que ce soit la manipulation de concepts, les raisonnements, la créativité maintenant, tout ça est en train d'être modélisé par des algorithmes qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'on a des résultats exceptionnels aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle, tout ce que vous lisez dans la presse, les diagnostics médicaux qu'on commence à faire mieux que les médecins, ce qui est très bien, ça va sauver énormément de vies, la recherche médicale qu'on accélère, la modélisation 3D de molécules, toutes ces choses-là, la conduite autonome, les véhicules sans chauffeur qu'on aura bientôt dans quelques années et qui seront des banalités. Là, on a Google par exemple qui utilise ce type d'algorithme pour baisser sa facture d'électricité de 40%, avec une intelligence artificielle qui gère l'énergie en temps réel. Toutes ces choses-là, vous les avez vues dans la presse ces dernières années, tout ça pour qu'on comprenne bien que ça n'est plus de la science-fiction. Ça, c'est très important. Parce que ça fait une 50aine d'années, voire un peu plus, que les informaticiens
essaye de rendre les machines intelligentes. Le problème, c'est que dès les débuts, finalement, c'était assez compliqué de rendre quelque chose d'intelligent puisqu'on ne savait pas ce que c'était que l'intelligence. Alors aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Les neurosciences avancent, mais on a encore beaucoup à découvrir sur le cerveau, les neurosciences, son fonctionnement en général. Mais on a une meilleure idée de ce que veut dire l'intelligence. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on s'approche d'une modélisation qui nous permet de faire des choses intéressantes, notamment ce que j'évoquais en médecine, dans les transports, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au tout début de cette période d'accélération sur l'intelligence artificielle et que tout ce que vous avez lu ces 2 ou 3 dernières années, ça va faire que s'amplifier. Tout ce que vous allez lire ces prochaines années dans la presse tous les jours, ça deviendra une banalité. Nos ancêtres ont été bluffés lorsque on a inventé les premiers trains, les premiers avions, qu'on voyait les vitesses qu'ils pouvaient atteindre, la réduction des distances, etc. C'est exactement la même chose qu'on vit en ce moment, cette fois-ci sur les machines intelligentes, mais avec une fonction qui auparavant était uniquement réservée aux êtres humains, c'est-à-dire notre intelligence. On est en train de se prendre une leçon d'humilité sur les limites de notre intelligence, parce que ce qu'on fait faire aux machines en ce moment, c'est qu'on les entraîne à atteindre le niveau de performance d'un être humain sur une tâche donnée, que ce soit la reconnaissance d'un cancer sur une image médicale, encore une fois, ou ce que vous voulez, créativité musicale ou autre, et ensuite on dépasse la performance d'un professionnel. Tous les métiers vont être concernés par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Souvenez-vous ce qui s'est passé au début de l'informatique. On a commencé à mettre des ordinateurs partout, ensuite on les a connectés, ensuite vous avez eu des smartphones, ça s'est généralisé, et la technologie est devenue une commodité. Il va se passer exactement la même chose avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que demain, vous serez tous équipés d'intelligence artificielle avec des capacités qui augmenteront tous les jours. Alors, il faut savoir quand même une chose aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'on lit des choses très impressionnantes dans la presse tous les jours, mais gardez en tête que toutes nos fonctions cognitives ne sont pas modélisées avec le même niveau de performance. Une machine aujourd'hui est meilleure qu'un être humain pour reconnaître son environnement visuel, elle reconnaît des cancers mieux que les médecins, mais elle n'est pas aussi bonne que nous les humains pour manipuler le langage. Vous avez utilisé des chatbots par exemple? Ça vous parle? Vous savez, c'est des applications avec lesquelles on peut discuter, notamment sur Internet. Si vous testez ça, vous allez voir qu'elles ne sont pas du tout au point sur le traitement du langage. Elles ont du mal à comprendre le texte, elles ont du mal à s'exprimer. On a des progrès très très rapides, mais pas encore au niveau de l'être humain. Ça va venir. Il y a même des chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur l'étape d'après, qui est notamment la conscience artificielle. Tout ça pour comprendre qu'on vit une période d'accélération sur ces nouvelles technologies qui vont bientôt se banaliser. Vous savez, Google, à l'une de ses dernières keynotes aux États-Unis, le patron Sundar Pichai a déclaré qu'on passait d'un monde mobile first, c'est-à-dire qui était régi par la mobilité, les smartphones, les réseaux sociaux, tout ce qu'on nous raconte depuis 2007, à un monde AI first, où ils mettent de l'intelligence artificielle partout, tout autour de nous. Quand je vous dis que c'est une leçon d'humilité, c'est fascinant, parce que en ce moment, vous voyez pas mal de philosophes, de journalistes spécialisés, de ce que vous voulez. Vous savez, tous ceux qu'on voit sur les plateaux télé tout le temps, là, qui me disent « oui, mais la machine ne pourra jamais être créative. L'homme restera toujours plus créatif que la machine. » Ça, c'est faux. Tout simplement parce qu'encore une fois, c'est une question de définition. Si vous savez définir ce que c'est que la créativité, vous pouvez vous amuser à la modéliser. Il y a des gens qui se sont amusés à modéliser la créativité comme rassembler des choses qui n'ont pas été rassemblées avant. Et justement, le fait de rapprocher ces éléments-là, ça a de la valeur. Vous faites ça en musique, vous mettez des notes les unes derrière les autres. Si ça va bien ensemble, ça vous fait une belle mélodie. Et justement, le génie d'un artiste, c'est de se dire que quand il rapproche ces notes ensemble, il sait que ça va plaire à tel ou tel groupe de personnes. Aujourd'hui, on utilise ces algorithmes pour jeter des hypothèses dans les données, rassembler ces données, les mettre les unes derrière les autres et composer de la musique artificielle. Ça marche de mieux en mieux. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, par exemple, ont utilisé la playlist, alors je ne sais pas comment on dit en français, Heartbreaker, non, c'est comment ça s'appelle, Tastebreaker en anglais sur Spotify. Il y en a qui ont utilisé cette playlist parmi vous? Spotify est capable, en écoutant quelques musiques, en observant quelques musiques que vous avez écoutées, de vous générer une playlist de trucs, de musique, de chansons que jamais vous n'auriez pensé aimer, ni vous ni vos proches, alors qu'en fait vous adorez ça. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va bientôt se généraliser tout autour de nous, on va se rendre compte qu'on est beaucoup plus prévisible qu'on le pense, nous les êtres humains.
Alors vous savez, les assureurs savent ça depuis longtemps. Parce qu'ils vous font remplir des formulaires. Ils essaient de déduire des choses sur vous, que vous soupçonnez ou pas, mais en tout cas, ils essaient de vous pricer sur des risques. Ce qui les intéresse, les assureurs, quand vous remplissez des formulaires, c'est pas ce que vous leur dites. Hein. C'est ce qu'ils vont mettre dans leur modèle pour ensuite déduire des choses sur vous que peut-être vous ne savez pas, mais qui vont les aider à vous vendre des trucs ou à connaître votre risque. Et bien aujourd'hui, en utilisant ce type d'algorithme d'intelligence artificielle dans les logiciels, notamment ceux des géants de l'Internet, ils sont capables de prédire des choses très intéressantes sur vous. Facebook, vous avez peut-être vu ça, ça a fait la une de la presse, ils sont capables en ce moment, à votre utilisation de Facebook, à l'heure à laquelle vous l'utilisez, à la fréquence à laquelle vous allez utiliser Facebook, à qui sont vos amis sur la plateforme, est-ce que vous postez des contenus ou pas, quel type de contenu, etc. Même au déplacement de votre souris sur l'écran, on sait que c'est une variable qui compte maintenant, ils sont capables de savoir des choses comme pour qui vous allez voter. Vous avez vu le scandale Cambridge Analytica aux États-Unis, ils sont même capables d'influencer votre vote. Ils sont capables de connaître votre humeur et même de changer votre humeur en mettant les bons contenus sur l'écran devant vous. On est extrêmement influençable. Parce qu'encore une fois, des gens comme des publicitaires savent depuis longtemps, ou des politiques, ou des séducteurs, ou ce que vous voulez. Hein. On est en train de redécouvrir ça et de changer d'échelle. Qui parmi vous, petite question, qui parmi vous utilise comme navigateur Internet, disons Internet Explorer, Edge ou Safari si vous êtes sur Mac? Ok. Qui utilise Chrome ou Mozilla? Ok. Vous connaissez la... Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce qu'avec votre navigateur Internet, on est capable de connaître votre niveau de créativité. C'est dans son bouquin Adam Grant Originals, il a sorti l'étude là-dessus. Ceux qui utilisent Chrome et Mozilla ont des niveaux de créativité largement supérieurs aux autres. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est le rationnel derrière son papier. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est mieux d'être créatif que pas créatif. Dans une société, il faut de tout. Il faut des créatifs, des moins créatifs. Ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas apprendre à devenir créatif ou le désapprendre volontairement ou pas avec le temps. Ce que ça veut simplement dire, c'est qu'ils se sont rendus compte que la créativité, c'était extrêmement corrélé à la transgression. Internet Explorer, Edge maintenant, le nouveau nom, ou Safari, c'est des options par défaut. Autrement dit, si vous n'acceptez pas ces options par défaut, vous transgressez pour installer Chrome ou Mozilla, d'autres navigateurs, vous avez mécaniquement des niveaux de créativité plus élevés. C'est très corrélé dans son étude, ça marche très bien. Autrement dit, si vous êtes RH, pas besoin de demander à un candidat s'il est créatif et de donner des exemples, il pourra toujours bullshiter, inventer ce qu'il veut. Demandez-lui juste en sortant, au fait, vous utilisez quoi comme navigateur Internet? Hop, tout de suite, vous avez son niveau de créativité. Là où je veux en venir, c'est qu'avec l'arrivée de ces algorithmes d'intelligence artificielle qui seront bientôt dans tous les logiciels qu'on va utiliser, vous allez tous subir ce type d'analyse sur vos comportements qui vont permettre de déduire plein de choses indirectement sur vous, qui vont enrichir les données des gens qui vous fournissent ces services pour qu'ils vous connaissent et qu'ensuite ils puissent vous vendre des trucs. Ou si c'est des gouvernements, imaginez là où ça peut nous conduire. Je vous donne un exemple. Vous savez, les banques. En ce moment, les banques, elles n'arrêtent pas de dire on a plein de données sur nos clients, on va pouvoir les analyser, les connaître, inventer des nouveaux produits, etc. Parce que les banques, elles savent combien vous gagnez et elles connaissent vos dépenses de carte bleue. Donc imaginez si elles étaient capables de traiter ça, ce qu'elles pourraient connaître sur vous, inventer, etc. Bon, premièrement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les banques sont incapables de traiter les données à ce niveau-là. Il n'y a que les géants de l'Internet, type Google, Facebook, ou des startups très spécialisées qui sont bonnes en intelligence artificielle, capables de faire ça. Mais regardez Google. Juste avec le GPS qu'il y a dans votre téléphone, on dit votre position géographique, ils savent où vous habitez. Ils connaissent vos déplacements, les fréquences, qui vous croisez, où vous allez faire vos achats. Et donc, avec le bon modèle d'intelligence artificielle, vont pouvoir progressivement déduire là où vous allez consommer, là où vous allez passer vos vacances, peut-être même demain des choses comme quelle maladie vous allez développer, est-ce que vous avez un potentiel criminel, on n'en sait rien. Là où je veux en venir, c'est qu'on est beaucoup plus prévisible qu'on le pense et que l'intelligence artificielle va nous le prouver en nous analysant en permanence. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va faire réémerger tous les débats philosophiques entre le libre arbitre et le déterminisme.
ces algorithmes vont nous prouver qu'on a évidemment beaucoup moins, peut-être pas du tout de libre arbitre, contrairement à ce qu'on pense. Est-ce que vous connaissez Robert Sapolsky ? Robert Sapolsky, si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à aller lire déjà tous ses bouquins et regarder ses vidéos et ses cours sur Internet. C'est un neurobiologiste de l'université de Stanford aux États-Unis, qui est très célèbre dans le monde entier, qui publie des travaux assez impressionnants sur les comportements humains, les comportements à la fois d'agressivité, de séduction, aussi de stratégie. Il étudie la stratégie chez les singes, c'est assez passionnant. Et Robert Sapolsky a déclaré il y a quelques mois, vous pouvez retrouver son interview qui est fascinante, le libre arbitre, ça n'est que de la biologie qui n'a pas encore été découverte. Il est fascinant, Robert Sapolsky. Il vous explique toutes vos pensées et vos actions en fonction des différentes échelles de temps. Il vous explique ce qui s'est passé il y a quelques millièmes de secondes dans vos neurones lorsque vous prenez une décision, ce qui s'est passé quelques secondes, minutes avant dans votre cerveau, mais aussi dans votre cocktail sanguin, vos hormones, etc. Ce qui s'est passé quelques semaines, mois ou années avant, vos traumatismes d'enfance par exemple, et quelques milliers ou millions d'années avant dans vos gènes qui vous fait agir selon certains comportements. On est en train de redécouvrir tout ça avec des algorithmes qui prédisent nos comportements et qui seront absolument partout, tout autour de nous. Alors regardez ce que ça implique. Ça va nous poser des questions terribles, ça, à l'avenir. Parce qu'imaginez que demain, vous ayez dans votre smartphone un algorithme d'intelligence artificielle qui analyse vos comportements en permanence et qui puisse déduire un jour que vous avez un risque médical. Alors là-dessus, tout le monde est d'accord. Si l'algorithme est capable de vous envoyer une notification sur votre smartphone pour vous dire « Tiens, tu ferais bien d'aller faire des analyses médicales », tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde trouve que c'est une idée géniale. On va sauver des vies, ça va être parfait. Mais qu'est-ce que vous faites si un jour, sur votre smartphone, vous avez une option dans les notifications que vous pouvez activer ou pas, un truc qui s'appellerait par exemple « notification sensible », qui un jour pourrait vous envoyer une notification pour vous dire « Au fait, tu ferais bien de demander le divorce ». Vous ne savez pas pourquoi, mais l'intelligence artificielle, elle le sait. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous activez cette notification ? Regardez le type de dilemme auquel on va devoir faire face dans les prochaines années. C'est ce type de questions morales auxquelles il va falloir répondre. On est beaucoup plus prévisible qu'on le pense et ces algorithmes seront absolument partout, tout autour de nous, pour nous analyser et nous prouver. Parce que l'objectif des prochaines années, en utilisant ces algorithmes, c'est de faire venir de plus en plus la technologie à nous et de la faciliter. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les technologies que vous avez utilisées, vous avez dû apprendre à les utiliser. Souvenez-vous, hein, quand c'était les magnétoscopes, il fallait lire un petit manuel comme ça pour comprendre comment ça fonctionnait. Quand c'était Excel, le tableur, il fallait apprendre à faire des formules, des macros, des VBA, toutes ces choses-là. Vous avez remarqué une chose, c'est que depuis quelques années, et c'est le cas chez les leaders de toutes ces nouvelles technologies, il n'y a plus de manuel. Regardez quand vous utilisez un iPhone, un iPad, ou Amazon, ou Netflix, ou Uber, il n'y a plus de manuel. Autrement dit, les technologies sont devenues intuitives. Parce que chez les géants comme Apple, pour les concevoir, ils font appel à des bébés ou à des personnes âgées. Si c'est suffisamment intuitif, qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi, à ce moment-là, ils le mettent sur le marché. On va de plus en plus avoir cette exigence de facilité et ce côté intuitif avec tout ce qu'on utilise autour de nous. D'ailleurs, moi, je n'étais pas d'accord récemment avec un de nos responsables politiques qui disait « Il faut mettre des millions sur la table sur la formation au numérique pour que les gens soient capables d'utiliser les services publics en ligne. » J'ai dit « Mais non, vous n'avez rien compris, les gars. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut créer vos services en ligne comme Apple ou Amazon ou Uber pour qu'il n'y ait pas besoin de mode d'emploi et que ce soit facile pour tout le monde. » C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. C'est ça qu'on est en train d'exiger en ce moment avec le numérique. Ça va être la même chose avec des logiciels. Les logiciels que vous utilisez tous les jours, que ce soit vos logiciels de bureau ou un logiciel comme Excel. Dans la prochaine version d'Excel, vous n'aurez plus besoin de savoir faire des formules ou des macros ou que sais-je. Vous aurez une petite barre de texte avec vos données et vous direz à Excel ce que vous voulez faire. Trie-moi mes données mensuellement, regroupe-les en fonction de tel ou tel thème, supprime-moi la TVA, ce que tu veux. Excel comprendra votre intention et la réalisera directement sur le logiciel. On va de plus en plus vers des technologies où on aura de moins en moins besoin de programmer la machine pour faire des choses, mais on va tous contribuer à son entraînement, à son éducation. Vous savez que les machines, aujourd'hui, les logiciels sont programmés avec des langages informatiques, qu'on apprend lorsqu'on est ingénieur, programmeur, etc. Demain, le langage ultime avec lequel on va faire fonctionner les machines, c'est le langage humain.
On voudra que la machine nous comprenne notre intention et ensuite la réalise sous nos yeux. L'étape d'après, ça c'est le rêve des géants technologiques, c'est IBM qui a commencé par là en nous parlant de ce qu'on appelle le calm computing, c'est que toutes les technologies que vous utilisez aujourd'hui, que ce soit les smartphones, les tablettes, toutes ces choses-là, tout ça va se fondre dans le paysage. Vous ne le verrez plus sous vos yeux, ce sera autour de vous, ce sera ambiant, et ça vous accompagnera dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la place d'avoir un smartphone, vous aurez un assistant intelligent. Alors, tout le monde connaît ici, j'imagine, Siri, ou Amazon Echo qu'on met dans le salon, avec qui on peut parler, etc. L'idée, c'est de donner un seul point d'accès à la technologie qui sera votre Siri à vous, qui va devenir votre majordome digital, qui va comprendre ce dont vous allez avoir besoin et qui va vous servir sur tous les besoins de vos vies. Cet assistant intelligent, ça deviendra votre expert personnel dans tous les domaines. Quand je dis que ça remplacera toutes vos applications, c'est ordinateur et smartphone. Ce sera votre banquier, ce sera votre médecin, votre avocat, votre conseiller, votre confident, votre expert comptable, etc. Tout ça à la fois. Cet assistant intelligent qui remplacera votre smartphone, ça c'est très clair quand on regarde les brevets des géants technologiques, c'est là-dessus qu'ils travaillent. Cet assistant intelligent, il va chercher à vous connaître toujours plus. C'est-à-dire que, comme je le disais lorsque je vous parlais du GPS de Google, il veut connaître vos goûts, votre personnalité, votre santé, si vous devez divorcer ou pas, comme je le disais, ou d'autres choses. Et il finira par tellement vous connaître, en fait, qu'il finira par devenir une copie parfaite de vous dans le monde digital qui va vous représenter dans vos interactions avec l'extérieur. Alors ça, on avait un exemple très simple dernièrement. Vous savez, c'était un truc qui nous représentait vis-à-vis de l'extérieur. C'était par exemple un répondeur téléphonique. Répondeur téléphonique, ça faisait un truc bête, ça prenait un message en notre absence, c'est tout. Bah, imaginez cette fois que vous allez avoir un assistant intelligent qui va faire des choses de plus en plus intelligentes pour vous faire gagner du temps, en votre absence ou pas, c'est vous qui choisirez d'ailleurs, et des choses, des fonctions qui nécessitaient auparavant votre intelligence ou vos décisions. Concrètement, à quoi ça va ressembler ? Ça veut dire que dans les prochaines années, des sites par exemple comme Amazon vont apprendre de votre comportement d'achat. Ils vont observer que par exemple, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, vous recommandez du café ou du lait. Et peut-être qu'au bout de 10 jours, une fois qu'ils auront appris ça tout seuls, ils vous enverront une notification pour vous dire « Tiens, je suppose que tu manques de café, est-ce que tu veux que je m'en occupe? Est-ce que tu veux que je t'en commande tout seul ?» Puis au début, vous ne ferez pas confiance à votre assistant intelligent. Du coup, vous allez finir par dire oui ou non. Ensuite, vous irez vérifier qu'il l'a bien fait. Vous allez vérifier qu'il l'a bien livré, dans les temps, que c'est le bon café, etc. Il va faire ça sur de plus en plus de produits pour vous. Et progressivement, lorsque vous serez sûr de sa fiabilité, de son niveau de performance, vous lui ferez tellement confiance à votre assistant intelligent que vous finirez par lui confier un mandat pour vous représenter sur toute votre logistique de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est vous qui définirez la durée. Il vous enverra juste une notification pour vous dire « Au fait, j'ai recommandé du café, j'ai payé la cantine des enfants, les impôts. Par contre, j'ai pré-réservé les billets d'avion pour les vacances, mais pour l'hôtel, j'ai discuté avec l'assistant intelligent de ta femme, il faut que vous vous mettiez d'accord sur l'hôtel parce qu'on n'est pas d'accord. » Parce que ce qui va finir par arriver, c'est que ça va être la même chose qu'avec Internet. Internet, vous savez ce que c'est? C'est juste des machines bêtes qui communiquent les unes avec les autres. Mais cette fois-ci, on finira par rajouter une couche d'intelligence, ce que je vous disais sur Excel, à ces machines qui auront donc des fonctions cognitives. Ce qui veut dire qu'on finira par avoir un écosystème d'assistants intelligents qui communiquent, qui discutent les uns avec les autres. C'est votre assistant intelligent qui discutera avec celui de votre femme, celui de vos amis, qui va organiser vos vacances, vos dîners, vos réunions, vos je ne sais quoi, vos relations avec les services publics, avec une entreprise. Peut-être que c'est votre assistant intelligent qui discutera avec l'assistant intelligent d'une entreprise pour le SAV. Imaginez qu'on va gagner énormément de temps là-dessus. Alors ça existe déjà dans certains métiers. Si vous prenez par exemple le trading en finance, vous avez déjà des automates qui discutent les uns avec les autres pour passer des ordres de trading. C'est des choses très très simples. Mais imaginez que ça va se faire sur de plus en plus de métiers et sur des choses de plus en plus complexes. Évidemment, ça pose beaucoup de questions, l'arrivée de tous ces assistants intelligents. Parce qu'en fait, c'est juste une interface de plus. Quand vous y pensez, au départ, une entreprise, par exemple, elle avait au départ un catalogue, ensuite elle a eu une base de données, ensuite elle a eu un site internet. Aujourd'hui, elles ont peut-être des applis, elles ont peut-être des chatbots pour celles qui veulent être un peu modernes, même si aujourd'hui ça fait un peu ringard d'avoir un chatbot. Demain, elles auront des assistants intelligents, les entreprises.
C'est juste une interface de plus. Il faut simplement se dire qu'on va se servir de l'assistant intelligent pour gagner du temps et faciliter notre accès à la connaissance. Ce que ça va changer dans ce nouveau monde, l'arrivée dans ce paradigme avec des algorithmes d'intelligence artificielle partout autour de nous, c'est que vous savez qu'économiquement, aujourd'hui, on vit dans une société où la connaissance et l'expertise sont extrêmement valorisées. Pourquoi ? Parce que notamment l'expertise aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte très très cher. D'abord parce qu'il faut de l'intelligence, ce qui est rare et donc forcément c'est cher, c'est pas distribué équitablement. Deuxièmement, parce que tout ce qui est expertise, intelligence, formation d'excellence nécessite justement un niveau d'éducation qui est souvent très élevé, très poussé, qui coûte cher, et une expérience professionnelle, qui est aussi une forme d'éducation et donc qui coûte cher. Sauf qu'aujourd'hui, on entre dans un monde où la connaissance, c'est-à-dire de l'information structurée, organisée, prédigérée, est déjà disponible en abondance. Vous connaissez tous la loi de l'offre en économie, vous savez que tout ce qui est disponible en abondance, économiquement, ça ne vaut plus rien. C'est ce qu'on appelle, comme je le disais au début, une commodité. Autrement dit, la connaissance ne vaudra bientôt, ne vaut déjà quasiment plus rien aujourd'hui. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le traitement de cette connaissance, l'expertise. Mais puisqu'on va vers des algorithmes de plus en plus entraînés et de moins en moins programmés, comme c'était le cas avec l'informatique d'hier, l'expertise ne vaudra plus rien économiquement. Ça, c'est un bouleversement à venir dans les prochaines années pour nos sociétés. Jusqu'à aujourd'hui, on disait aux gens, spécialisez-vous, devenez expert, vous serez protégé pour toujours, vous aurez un métier qui est très rémunérateur, etc. Ce sera exactement l'inverse dans le monde dans lequel on va entrer. Pourquoi ? Parce que c'est chaque expert dans son domaine qui va entraîner un algorithme d'intelligence artificielle pour lui transférer son expertise. Regardez ce que je disais tout à l'heure sur le diagnostic médical. Aujourd'hui, ce sont les médecins, les cancérologues qui entraînent des algorithmes pour reconnaître des cancers sur des images médicales. Très rapidement, la machine atteint le niveau de performance d'un médecin et ensuite elle le dépasse, elle le pulvérise même. Vous avez peut-être vu en Chine ce qui s'est passé, il y a eu un concours entre des médecins cancérologues et des intelligences artificielles. Les intelligences artificielles ont pulvérisé les médecins sur du diagnostic et de la reconnaissance de cancer. Il n'y a pas photo. Comme le dit le patron d'Alibaba, Jack Ma, on ne peut pas courir plus vite qu'une voiture. Ça sera la même chose intellectuellement avec ces algorithmes. Donc chaque expert va transférer son expertise à l'algorithme. Ce sera le cas d'un avocat, par exemple, qui va entraîner un algorithme à choisir des arguments pour une plaidoirie, les trier, les organiser, mettre des probabilités de comment un juge va raisonner en face. C'est le cas aujourd'hui pour les programmeurs. Arrête pas de dire il faut aller dans les métiers de l'informatique, il y aura toujours des jobs, etc. Mais c'est pas vrai, hein. On a des algorithmes aujourd'hui qui génèrent leur propre code. On a même le patron de GitHub, qui est l'un des plus célèbres programmeurs au monde, qui a créé une société qui permet de déposer du code en ligne et de le partager, qui a déclaré il n'y a pas longtemps, le futur du code, c'est plus de code informatique du tout. C'est de l'entraînement, comme je le disais. Donc, chaque expert va transférer son expertise à l'algorithme. Et ça c'est une très très bonne nouvelle. Parce qu'encore une fois, nous les humains, on est très très arrogants vis-à-vis de notre intelligence et de notre expertise. En réalité, on n'est pas bon en expertise, nous les humains. Ce qui est normal parce que l'expertise chez les humains, le monde est tellement complexe, qu'elle est disséminée dans les cerveaux de tout le monde. Regardez, quand il y a une pathologie complexe à l'hôpital sur un patient, qu'est-ce qu'on fait ? On rassemble plusieurs médecins pour affiner le diagnostic. Parce que chacun a une expertise qui se complète. Quand vous avez un problème sur n'importe quel domaine, sur une expertise en dehors de la vôtre, si vous sollicitez 3 ou 4 experts, vous allez voir, vous aurez 3 ou 4 expertises différentes. Ce qui n'est pas normal. Enfin, c'est normal parce que la connaissance et l'expertise est très complexe, mais ce qui ne devrait pas être le cas. Ce qu'on va faire avec l'arrivée de ces algorithmes d'intelligence artificielle, c'est qu'on va faire converger l'expertise au sein d'une seule intelligence artificielle qui sera meilleure que toutes les expertises ensemble. Regardez Google. Google, si vous regardez bien ce qu'ils font en ce moment avec leur programme de voitures autonomes, les Google Cars, c'est qu'ils entraînent sur les routes plein de voitures, chacune avec sa propre conduite, qui vient nourrir, éduquer l'algorithme d'intelligence artificielle unique de conduite de Google. Elles alimentent tout cet algorithme pour qu'il devienne meilleur. C'est ce qui va se passer exactement, il va se passer exactement de la même manière demain
sur tout type d'expertise. Autrement dit, l'être humain va perdre l'expertise. Et ça, il faut garder en tête que c'est une très bonne nouvelle. Ce que ça veut dire, c'est que votre médecin demain ne pourra pas rivaliser face à une intelligence artificielle, notamment sur le diagnostic. Alors ça, tout le monde trouve ça génial, encore une fois, parce que c'est de la médecine. Ce sera la même chose pour votre, je sais pas, votre avocat, votre expert comptable, ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les médecins vont disparaître? La réponse est non. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a affaire à un professionnel, dans le monde d'aujourd'hui, il y a évidemment son expertise technique sur son sujet, mais il y a aussi le relationnel et l'humain, l'interaction humaine qu'on a avec lui. Quand vous allez chez un médecin, il y a 3 choses qui comptent. Il y a évidemment son expertise médicale, il y a ensuite un espèce d'effet placebo que vous avez en interagissant avec lui, vous vous sentez mieux lorsque vous sortez du cabinet du médecin généraliste, même s'il a fait que vous donner une ordonnance. Et troisièmement, il y a le côté légal, le monopole du médecin qui est le seul à délivrer une ordonnance légalement. Toute la partie expertise médicale, les médecins vont la perdre. Alors évidemment, tout le monde vous dit l'intelligence artificielle va être complémentaire des médecins. Oui, dans un premier temps, il va l'entraîner, mais au bout d'un moment, elle va être meilleure que lui techniquement. Par contre, vous continuerez à aller voir ce médecin parce qu'il vous écoute, parce qu'il vous rassure, parce que vous avez un lien de confiance, d'empathie très très fort avec ce médecin. C'est cet effet placebo que j'évoquais. Cet effet-là, la valeur de l'interaction humaine, c'est quelque chose qui est fondamental dans toutes nos relations personnelles et professionnelles. Quand vous achetez un appart, quand vous faites une négo, quand vous, je sais pas quoi, même quand vous allez à votre boulangerie, vous y retournez parce que vous aimez bien la personne. Attention, si c'est un vrai marché, pas si c'est un monopole. Ça ne marche pas pour les banques, par exemple. Vous êtes obligé d'y retourner, vous n'aimez pas la personne. Mais ce lien-là, humain, il est fondamental. Ce que ça veut dire, c'est que dans le monde du business, de l'entreprise, même si les entreprises perdent de l'expertise, elles vont devoir se concentrer sur ce qui fait de la valeur chez nous, les êtres humains, c'est-à-dire la relation humaine. L'empathie, la confiance, l'humour, l'amour, tout ce qui fait qu'on aime interagir les uns avec les autres. Parce qu'en fait, on entre dans un monde où ce qui va compter de plus en plus, ça n'est plus le produit ou l'expertise ou le service, puisque tout ça va devenir des commodités, ça va s'uniformiser. C'est l'expérience globale qu'on va offrir qui devra être exceptionnelle à son client ou aux parties prenantes en général. Ce que je dis souvent aux entreprises là-dessus, c'est qu'elles vont devoir se comporter comme des bons séducteurs. Est-ce que vous connaissez la différence entre les bons et les mauvais séducteurs? C'est qui le mauvais séducteur, le stéréotype? Allez-y, on est entre nous. Il n'y a pas de mauvaise réponse, allez-y. Vous l'avez tous étudié à l'école, en littérature. Je crois que je l'ai entendu. C'est pas Casanova. Ça pourrait, mais... Ah, ça pourrait. Presque. C'est le même genre. Don Juan, exactement. Pourquoi Don Juan? Vous connaissez tous, vous avez tous lu Tirso de Molina ou Molière. Don Juan, qu'est-ce qu'il fait? Il en fait des tonnes pour séduire sa cible. Et vous connaissez l'adage, fuis-moi, je te suis, ce truc-là, ça marche pas. Sauf à l'époque, ça pouvait marcher à l'usure, mais sinon ça marche pas. Et une fois qu'il a réussi à séduire sa cible, Don Juan, qu'est-ce qu'il en fait? Il s'en débarrasse pour passer à une autre. Le bon séducteur, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche surtout pas à séduire. Par contre, il se rend séduisant. Il offre quelque chose d'exceptionnel à son environnement, à la personne qu'il souhaite séduire, et indirectement, il va attirer à lui. Et là, une fois que la séduction a lieu, il construit quelque chose de fort, sur le long terme, de solide, etc., etc. Regardez les entreprises du monde d'hier. Qu'est-ce qu'elles font? Elles en font des tonnes pour faire signer leurs clients. Pensez aux pubs qu'on voit à la télé, des banques par exemple, qui vous disent « Nous, ce qui compte dans nos valeurs, c'est la confiance avec nos clients, c'est le long terme, c'est... » Si elles ont besoin de le dire, vous pensez bien que c'est totalement faux. Et surtout qu'elles n'ont pas ces valeurs-là. Bref, elles en font des tonnes pour vous faire signer, et dès que vous êtes client, il n'y a plus personne. Dans le monde des entreprises qui ont compris la disruption, c'est exactement l'inverse. Regardez que ce soit des Uber, des Amazon, des Netflix, tous ces gens-là, déjà, ils font quasiment jamais de publicité, ou alors, lorsqu'ils ont fait une erreur et c'est pour s'excuser, là aussi, c'est pareil, vous ne verrez jamais une entreprise du monde d'hier s'excuser. Mais surtout, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent une expérience exceptionnelle, un service de qualité, ils se concentrent vraiment sur la valeur qu'ils vont offrir à leurs clients ou à leurs utilisateurs. Une fois qu'ils ont un client ou un utilisateur, ils ne le lâchent plus pour créer une relation de long terme exceptionnelle
la co-construire avec eux dans le temps. Regardez Amazon. Vous avez le moindre problème avec eux, en un bouton sur leur site, ils vous rappellent en moins de 30 secondes. Ils vous appellent par votre nom. Ils connaissent quasiment déjà votre problème. Ils ne vous lâchent pas tant que ce n'est pas réglé. Et à la fin, ils s'excusent. Puis ils vous offrent des bons d'achat pour s'excuser. Imaginez une banque ou un opérateur télécom se comporter comme ça. Vous voyez la différence entre l'ancien monde et le nouveau monde? Ce que ça implique pour les entreprises, ça va être d'utiliser toutes ces nouvelles technologies, évidemment, pour créer ces expériences exceptionnelles en comprenant, je le répète comme je l'ai dit déjà 2 fois, que la technologie va devenir de plus en plus une commodité qui ne sera pas un facteur différenciant. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui font l'erreur de se dire on investit massivement sur l'intelligence artificielle, c'est ce qui va nous faire survivre, c'est ce qui va nous faire produire, c'est ce qui va nous faire connaître nos clients, etc., mieux que nos concurrents. Tout ça est faux. Pourquoi? Parce que dans le monde numérique, il est très facile de copier, de répliquer, de mettre en place tous ces systèmes, ces algorithmes et demain ces intelligences artificielles. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui met en place de l'intelligence artificielle pour mieux connaître ses clients, etc., tout de suite en face, son client peut répliquer, peut faire la même chose. Ça, c'est très différent parce que dans le monde d'hier, si vous aviez une technologie ou un site internet ou ce que vous voulez, vous pouviez en profiter le temps que vos concurrents vous rattrapent. Cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, tout le monde, toutes les entreprises dans le même secteur, très vite vont se retrouver au même niveau de maturité technologique. Et donc, il va falloir se différencier sur autre chose. Ça va être, comme je le disais, l'expérience exceptionnelle, un lien de confiance très très fort avec ses clients et surtout quelque chose qui dure sur le long terme. On entre dans une société transparente où vous allez devoir prouver en permanence qui vous êtes, ce que vous faites et la valeur que vous délivrez. Si vous avez besoin de dire quelque chose, comme le font par exemple les banques ou les télécoms dans leurs pubs, c'est que c'est faux. Vous ne verrez jamais un responsable politique charismatique, par exemple, dire qu'il est charismatique. Bah, pourtant, vous avez des banques qui ont besoin de vous dire que ce qui a de la valeur pour elles, c'est la confiance. Ça n'a aucun sens. Ce monde-là est fini. Ce qui va se passer dans les prochaines années, dans ce monde de disruption dans lequel on entre, c'est que les entreprises n'auront pas d'autre choix que de faire leur propre disruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous disais au début, la disruption, c'est rendre obsolète. Ce qui veut dire que les entreprises, elles vont devoir peut-être changer totalement de stratégie. Vous savez tous que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a encore une dizaine d'années, dans les écoles de commerce ou lorsqu'on écoutait les cabinets de conseil en stratégie, c'était très très simple pour une entreprise. On partait de son cœur de métier, ce qu'elle savait faire, ce qui lui rapportait de l'argent, de la valeur, et ensuite on essayait de protéger, de consolider, d'améliorer la rentabilité de ce cœur de métier, alors que ce soit en faisant du lobbying, en mettant des barrières à l'entrée, des nouvelles technologies, etc. Et le reste, on externalisait. Ça, c'est le monde d'hier. Regardez ce qu'a fait Kodak. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Kodak, vous vous souvenez, ils imprimaient des photos. C'était un chimiste. Ils sont partis de leur cœur de métier, lorsque l'appareil numérique est arrivé, qui était d'imprimer des photos. Ils se sont dit, génial, les gens vont prendre plein de photos, ils vont tous venir les imprimer chez nous, on va faire fortune. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque Kodak, dans cette optique-là? Ils se sont dit, puisque notre métier, notre cœur de métier, c'est d'imprimer des photos, et que le numérique est en train d'arriver et que ça va être bon pour nous, génial, on va proposer aux gens de venir avec les cartes mémoire des appareils photo dans les boutiques et on va imprimer leurs photos. Jamais ils auraient imaginé qu'aujourd'hui, les gens arrêteraient d'imprimer leurs photos parce qu'ils les regardent sur Instagram ou sur Facebook ou sur leur téléphone. Autrement dit, Kodak a raté sa disruption. Ils ont fait comme dans l'ancien monde, ils ont essayé de mieux faire leur métier alors qu'ils auraient dû le saborder pour faire autre chose. C'est ça la disruption, ça n'est plus mieux faire son métier, c'est le rendre soi-même obsolète en déplaçant la valeur pour faire une activité qui n'a peut-être rien à voir. Ce que ça veut dire, c'est que les banques aujourd'hui qui font de la finance, elles stockent de l'argent par exemple, peut-être que demain elles ne feront plus de finance et elles stockeront des données. Vous voyez, c'est un métier qui n'a plus rien à voir. Il faut s'autoriser à s'aborder soi-même son propre job. Si vous allez chez Facebook par exemple, aux États-Unis, sur les murs c'est écrit « Tuez Facebook ». Parce que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, demande à ses employés de tuer eux-mêmes Facebook parce que s'ils ne le font pas, quelqu'un d'autre quelque part, que ce soit un capital risqueur, un entrepreneur, une start-up, ce que vous voulez, ou surtout en Chine en ce moment, est en train d'essayer de rendre Facebook obsolète. Chez Amazon, ils font la même chose. Jeff Bezos a déclaré dans la presse il n'y a pas longtemps, Amazon va faire faillite. Est-ce que vous imaginez une entreprise de l'ancienne économie avouer publiquement qu'un jour ils vont faire faillite? Ça n'arrivera pas. Ils disent que ça ne les touchera pas. Parce que la disruption, c'est toujours les autres.
Quand je parle à des banquiers de disruption, ils me disent « Ouais, c'est les taxis avec Uber, c'est pas nous. » Quand j'en parle aux experts comptables, ils disent « Ouais, c'est Airbnb avec les hôtels, c'est pas nous. » Tout le monde est concerné par la disruption. La difficulté, c'est que la disruption vient souvent en dehors des experts qui sont concernés par leur propre disruption. C'est comme en science. Si vous voulez, en science, les révolutions scientifiques, elles arrivent la plupart du temps soit par des novices, par des juniors qui n'ont pas encore l'expertise de ceux qui détiennent le paradigme dominant, soit de manière un peu hasardeuse. C'est la même chose avec la disruption. Si vous prenez toutes les disruptions qui ont lieu, celles d'Uber et autres, c'était des gens qui n'y connaissaient rien, mais qui ont eu l'idée de penser que ça allait être possible et qui ensuite se sont engagés dans cette disruption. Souvenez-vous, lorsqu'Elon Musk, par exemple, vous savez, le fondateur de Tesla, SpaceX, etc., s'est amusé d'abord à dire qu'il allait créer des lanceurs de fusées réutilisables. Ça a fait rigoler tout le monde à la NASA. Parce que la NASA a toujours dit c'est impossible, surtout à ces coups-là. Lorsqu'il a commencé à le faire et que ses fusées se crachaient, ça les faisait rigoler à la NASA. Lorsqu'il a réussi à le faire, là, ils ont arrêté de rigoler et surtout, il a débauché les meilleurs dans ses labos. La disruption surprend toujours et la plupart du temps, lorsqu'elle arrive, il est déjà trop tard pour celui qui se fait disrupter et il disparaît sans avoir vu venir la vague. Donc la seule solution pour une entreprise aujourd'hui, et c'est la même chose pour un particulier, c'est de faire sa propre disruption. Ce que ça veut dire pour un particulier, c'est qu'aujourd'hui, partir de ses compétences et chercher à les valoriser, les renforcer, à en tirer une rentabilité sur du long terme, ce monde-là est fini. Il faut se saborder et participer soi-même à la destruction de son propre job pour en inventer un autre. Vous savez, j'aime bien cette histoire, mais j'ai donné une conférence à des experts comptables il n'y a pas longtemps. J'ai été invité par mon expert comptable pour leur parler de digital. Et j'ai demandé dans la salle qui aime l'expertise comptable. Il n'y en a pas un seul qui a levé la main. Je leur ai dit, mais si vous participiez à la destruction de votre propre job en l'automatisant, ça devrait vous ravir. Et ils m'ont tous dit, oui, mais on a fait des études pour avoir un job à vie, en gros. C'est terrible, parce que ce monde-là est fini. Plus personne n'aura un job à vie. Je leur ai dit, si l'expertise comptable existe, c'est parce que c'est difficile, c'est un problème pour l'humain aujourd'hui. Mais si vous arrivez à l'automatiser progressivement, vous allez vous-même voir où va se déplacer la valeur. Peut-être qu'elle est sur autre chose. Ce sera peut-être du conseil. Alors, j'y crois pas trop sur le conseil, mais ce sera peut-être, j'en sais rien, moi, de l'accompagnement, de la conciergerie, que sais-je, des services premium. Il y a plein de choses à inventer aujourd'hui. Mais la seule solution, c'est plus d'essayer de se protéger, de se barricader, mais participer à sa propre disruption. Regardez chez les disrupteurs comment ça se passe. Tout le monde connaît Netflix. Netflix, c'est le cas d'usage là-dessus. Tout le monde connaît Netflix ? Netflix, alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est une boîte qui au départ envoyait des DVD par la poste. C'était un gros business, ça marchait très très bien, super rentabilité. Et un jour, le patron de Netflix est allé voir les actionnaires en leur disant bon, on va arrêter de faire des DVD par la poste, alors que c'était un super business, une grosse rentabilité. Il leur a dit cette fois-ci, on va faire de la vidéo en ligne, on va faire du streaming. Le patron de Netflix leur dit ça, les actionnaires par terre, non mais il est fou, il veut arrêter une rentabilité qui marche, ça n'a aucun sens. Sauf qu'il leur dit si. On va arrêter le DVD, on va faire du streaming, mais je vous annonce en plus que la vidéo en ligne, le streaming, ça vaudra 0 en matière de business. Ça vaudra rien. Alors là, les actionnaires, ils ne comprennent rien. Il veut tuer le business, c'est quoi son plan ? Parce qu'il a très vite compris, le patron de Netflix, que la vidéo en ligne, ça allait devenir aussi une commodité. On entre dans un monde où tout devient très vite une commodité. C'est devenu une commodité parce que YouTube, Hulu, enfin tous les services en ligne se sont mis à faire de la vidéo en ligne, du streaming. Comment s'est différencié Netflix ? C'est devenu d'excellents séducteurs. Ils ont créé un site parfait avec un design exceptionnel et une expérience parfaite, sans couture, du début à la fin. Un algorithme de recommandation qui analyse ce que vous regardez en temps réel et qui vous suggère des films ou des séries en fonction de votre profil. Et maintenant, de la production de films et de séries. Demain, ils iront peut-être sur l'information, peut-être la politique, toutes ces choses-là. Mais l'idée, c'est de dire, on crée une expérience exceptionnelle et une fois qu'on a fait la preuve de cette expérience exceptionnelle, on évolue avec nos clients et nos utilisateurs. Il n'a pas eu peur de détruire ce qui marchait pour inventer le nouveau monde. C'est totalement contre-intuitif, mais c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. L'idée, dans cette disruption, c'est d'utiliser toutes ces technologies qui très vite deviennent des commodités pour construire des choses par-dessus. Regardez ce qui s'est passé avec Uber. Uber, ils n'ont pas cartographié toutes les routes de la planète. C'est Google qui a fait ça avec Google Maps. Uber, ils se sont contentés de venir connecter des chauffeurs avec des clients sur Google Maps, puisque Google Maps était devenu la commodité,
pour pouvoir les transporter. Google Maps est devenu une commodité, on construit par-dessus. Ce sera la même chose avec l'intelligence artificielle. Tous ces algorithmes vont devenir des commodités, les entreprises les auront, vous les aurez, et vous allez devoir créer de la valeur par-dessus. Ce nouveau monde de disruption dans lequel on entre, il est en train de remettre en cause absolument tous les fondements de notre société, y compris sur nos manières de travailler. Ce que je disais tout à l'heure en introduction sur ce qui m'est arrivé lorsque j'étais à cette cérémonie de remise des diplômes, ça a beaucoup choqué parce que tout le monde pensait que le salariat, c'était évidemment une conquête des syndicats, de notre histoire, de protection du travail, et qu'on allait devoir garder et protéger cet acquis. Ma conviction, c'est exactement l'inverse. C'est que le numérique, et en particulier cette grosse vague qu'on vit en ce moment de disruption, va rendre le salariat totalement obsolète. Est-ce que vous savez pourquoi le salariat est né? Est-ce que vous avez une idée? Alors, il y a plein de raisons, mais l'une d'entre elles, c'est de dire que le salariat est né avec l'entreprise. Est-ce que vous savez pourquoi les entreprises existent? Sauf ceux qui ont lu mon livre, parce qu'il y a la réponse dedans. Les entreprises existent, ça a été très bien expliqué par un économiste qui m'a fasciné quand j'ai fait mes études, qui s'appelle Ronald Coase, qui a d'ailleurs eu un prix Nobel, alors pas que pour ça, mais pour plein d'autres choses dans sa carrière, qui a expliqué la création des entreprises grâce au coût de transaction. Ce qu'a expliqué Ronald Coase à l'époque, c'est que vous avez deux manières de produire, lorsque vous voulez produire quelque chose, un bien ou un service. Soit vous faites appel au marché, c'est-à-dire qu'il faut aller trouver la bonne personne, contractualiser avec, lui faire produire quelque chose, mesurer son résultat, etc. C'est ce qui auparavant était l'artisanat. Soit vous faites appel à des gens, vous les mettez dans l'entreprise avec un lien de subordination et vous leur versez un salaire. Ronald Coase a expliqué qu'à partir du moment où il était moins cher, donc plus rentable, de prendre des gens, de les mettre dans une entreprise avec un salaire et un lien de subordination et de les faire travailler ensemble, avec des coûts de coordination dans l'entreprise, à partir du moment où ça était moins cher que ce qu'il a appelé les coûts de transaction, c'est-à-dire ce que je disais avant, aller chercher la bonne personne, contractualiser, mesurer son travail, etc., comme on faisait avec les artisans, à partir du moment où c'est moins cher, on crée des entreprises. Et c'est comme ça qu'il a expliqué la création des entreprises avec les économies d'échelle, la circulation de l'information, etc. Ça a très bien fonctionné pendant des décennies, c'était notre modèle, sauf que ce qui est en train de se passer avec le digital en ce moment, c'est qu'on est en train d'inverser cette tendance. Les coûts de transaction sont en train de baisser. On est en train de créer des plateformes, notamment d'indépendants, de freelance, toutes ces choses-là, qui permettent à des gens de se rendre disponibles pour du travail, pour des tâches, de manière extrêmement simple. On peut de plus en plus mesurer leurs qualifications, ils ont une réputation, chacun peut les noter. De plus en plus des micro-certifications, on va pouvoir avoir une idée précise de ce qu'ils valent sur telle ou telle micro-tâche, ou partie de leur personnalité. Ce qui veut dire que de plus en plus, il sera de plus en plus intéressant pour quelqu'un qui est très compétent dans son job, s'il existe une demande pour son travail ou ses tâches, de se diriger sur une plateforme d'indépendants et de valoriser sa force de travail à une rémunération plus élevée que s'il était dans l'entreprise. Ceux qui seront les moins compétents, on peut le penser, auront plutôt intérêt à rester dans l'entreprise avec un salaire qui tombe tous les mois, où le coût du risque, cette fois-ci, est porté par l'entreprise sur son carnet de commandes. Sauf que l'entreprise aura l'intérêt inverse. Enlever ce risque et aller chercher des indépendants, quitte à les payer plus cher, en ayant une idée précise de leur niveau de performance. Alors évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais peut-être qu'à l'avenir, le concept d'entreprise, ce sera quelque chose d'assez hybride. Peut-être que finalement, demain, ce sera peut-être un pacte d'actionnaires avec des indépendants qu'on ira chercher sur des plateformes avec des algorithmes qui les feront travailler ensemble. Ils sauront exactement qui travaille bien avec qui, avec quel niveau de compétence, livré dans les temps, etc., avec une idée de leur rémunération, payé au prorata de leur contribution à la valeur ajoutée, etc. On va faire des modèles de plus en plus flexibles et ouverts dans le monde du travail. C'est fascinant, surtout lorsque vous regardez les nouvelles générations. Je discutais l'autre jour avec une dame après une conférence qui me disait « mais je ne comprends pas cette nouvelle génération ». J'avais mon fils qui est à peine diplômé, il a cherché un travail tout l'été, il a passé des entretiens. On lui propose un job à la fin de tous ces entretiens et il refuse. Je lui dis « mais pourquoi tu as refusé ?» Le fils lui a dit « parce que c'était un CDI ». Vous imaginez ? Nos générations se sont bâties pour ça. On cherchait absolument cette sécurité, ce CDI, et ces générations le refusent et préfèrent aller travailler sur des plateformes en valorisant leur force de travail.
Encore une fois, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais simplement parce qu'on est en train d'inverser la capacité à aller chercher des forces de travail et à mesurer ce travail, en baissant les coûts de transaction, peut-être qu'on est en train de vivre la fin du salariat. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que tout ce qu'on vit en ce moment, on pense qu'on va continuer à préserver tous les concepts de l'ancien monde. Je parle de la démocratie, du salariat, etc. On pense qu'ils ont toujours existé, mais tous ces concepts ont eu une date de début, ils ont certainement une date de fin. C'est la même chose avec les États. Regardez, les États modernes, pour nous gouverner, c'est le traité de Westphalie. C'est 1648, si je ne dis pas de bêtises. C'est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, pour les grands enjeux auxquels l'humanité est confrontée, peut-être qu'on a besoin d'une autre forme de gouvernance qui n'a plus rien à voir avec celle des États. Vous voyez bien que les États sont devenus non seulement incompétents, mais totalement inefficaces pour gérer des problèmes globaux. Puis on a un deuxième problème aussi avec ça, c'est que nos responsables politiques, alors je ne sais pas trop comment dire ça pour être politiquement correct, mais c'est malheureusement plus les gens les plus intelligents aujourd'hui. Les gens les plus intelligents, malheureusement, aujourd'hui, ils vont travailler dans les secteurs, évidemment, technologiques, biotechnologie, neurosciences, etc., dans les labos de Google, pour simplifier. Ce n'est plus nos institutions qui attirent ces gens-là, alors que c'est encore nos institutions qui sont censées, étatiques, entre autres, qui sont censées régler des problèmes globaux. Chez les disrupteurs technologiques, alors c'est le cas chez Google et d'autres, c'est des gens qu'on appelle libertariens. Ces gens-là veulent se débarrasser de l'État pour régler eux-mêmes les problèmes. Ce qu'ils sont en train de faire dans la médecine, regardez les partenariats que Google, au travers de ses filiales, notamment sur l'intelligence artificielle, est en train de nouer avec des cliniques et des hôpitaux aux États-Unis et en Angleterre, pour attaquer le cancer, ils veulent se débarrasser du cancer. Ce n'est pas l'État qui est en train de faire ça avec ses moyens ni avec ses investissements. C'est Google directement avec ses chercheurs, ses labos, les meilleures techniques d'intelligence artificielle au monde qu'ils ont développées et qu'ils ont d'ailleurs prouvé avec la victoire au Go il n'y a pas longtemps. Et ils le font directement. Regardez ce qu'ils sont en train d'implémenter dans leur système de navigation Waze. Le rêve de Google, à terme, c'est que tout le monde utilise Waze avec une espèce de système intelligent dans sa voiture pour se débarrasser des embouteillages. Auparavant, c'était les États qui réglaient ce type de problème. Où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir au fait qu'aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs qui s'attaquent à ces problèmes-là. Ce n'est plus les responsables politiques, ce n'est plus les gestionnaires. Ça pose un gros problème en Europe, et en particulier chez nous en France, puisqu'on a une tradition, et c'est très vrai en France, non pas d'éducation, mais de sélection de bons gestionnaires. Regardez à l'école dans nos pays, contrairement aux pays anglo-saxons, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne les élèves qu'on appelle brillants, c'est-à-dire en gros ceux qui se taisent ou quand ils lèvent la main, ils ne font pas d'erreur, qui savent passer les examens, qui ont des bonnes notes, qui rentrent dans les bonnes cases. Ils savent très bien répondre aux problèmes qu'on leur pose, mais plus tard, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des gens qui sont incapables de poser les problèmes, mais qui savent simplement les résoudre. Alors qu'on vit dans un monde où ce qui est très difficile, très complexe, c'est d'identifier les problèmes et de poser les bonnes questions. Autrement dit, on sélectionne des gens qui sont plutôt brillants pour résoudre ces problèmes, mais qui sont incapables de prendre des risques. Regardez nos enfants à l'école, par exemple. Dès qu'ils lèvent la main s'ils font une erreur, tout de suite, ils se font engueuler, ils n'osent plus jamais lever la main. Et c'est assez fascinant parce que, du coup, quand tu voyais des Français dans des cours, notamment dans les pays anglo-saxons, c'est les seuls qui ne lèvent pas la main pour s'exprimer. Alors que vous regardez les petits Américains, c'est ceux qu'on met devant la classe, s'exprimer, même s'ils racontent leur week-end, que c'est pas pertinent, que tout le monde s'en fout, au moins ils vont raconter leur histoire. Ces gens-là, ça fait des générations d'entrepreneurs qui osent plus tard, qui ont de l'audace. Nous, on a fait l'inverse dans notre pays. On a préféré sélectionner ceux qui étaient bons en logique, capables de résoudre des problèmes, et du coup, on perd cette audace qui aujourd'hui est plus que nécessaire pour entreprendre et pour changer le monde. Ce monde dans lequel on entre, il ne faut surtout pas en avoir peur. Et c'est que le début, parce qu'il est encore plus fou que tout ce qu'on peut imaginer. Ce que je vous disais sur le patron de Netflix, qui est passé de la vidéo DVD au streaming, ça va encore plus loin. Le patron de Netflix, il a déclaré il n'y a pas longtemps que le futur du divertissement, c'était non plus de regarder un film, c'était d'aller dans le film. Et quand il a dit ça, il ne pensait pas à la réalité virtuelle, augmentée, à tous ces casques, à toutes ces choses-là, ou à toutes ces nouvelles technologies. Il pensait à des substances hallucinogènes, genre champignons hallucinogènes ou LSD, légales, encadrées par les autorités de santé, etc. Il y en a qui ont lu Aldous Huxley, parmi vous, en science-fiction. Si vous vous souvenez, dans Le meilleur des mondes, c'est le soma. Vous vous souvenez ?
qui prennent tous là pour s'évader du monde, être heureux, n'y plus penser, etc. etc. Et bien, le patron de Netflix, de manière très sérieuse, a expliqué que dans quelques années, on aurait peut-être ce type de substance aussi courante que la caféine ou toutes ces choses-là, encadrées par les autorités de santé pour nous propulser dans des états de conscience modifiés, mais encore une fois, qui vont nous faire vivre des expériences. C'est pas de la science-fiction, c'est pas simplement de la provoque lorsqu'il a dit ça. Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, très ami avec Elon Musk et tous ces gens-là, a investi massivement dans une entreprise en ce moment aux États-Unis qui développe et qui a pour objectif de commercialiser la psilocybine. La psilocybine, c'est la molécule qu'on trouve dans les champignons hallucinogènes. Il y a énormément de recherches en ce moment aux États-Unis sur les états modifiés de conscience avec ce type de substance. Autrement dit, les acteurs de technologie n'ont aucune crainte sur le fait qu'on va même modifier nos états cérébraux à terme avec ces substances. Imaginez le scandale que ça aurait fait il y a quelques années. On arrive à une époque de l'humanité où on est plutôt mûr pour s'autoriser à faire des recherches sur le cerveau là-dessus et imaginer que ce soit accessible à toute la population. Ce n'est pas de la science-fiction, vous avez vraiment des recherches très très sérieuses, notamment en pathologie mentale sur ces sujets-là. Là où je veux en venir, c'est que les disrupteurs qui travaillent sur ces sujets n'ont absolument aucune limite. Là où nous, on se contente d'imaginer une rentabilité, est-ce que les gens vont accepter ou pas telle ou telle pratique, eux se disent non, il n'y a aucune limite. Ce problème, c'est à nous qui pose problème et c'est à nous de le résoudre tout de suite. Et ce n'est pas le politique qui doit aller sur ces sujets-là. Quand je vous dis qu'on n'est qu'au début de cette période de disruption, sachez que de plus en plus, on va faire converger toutes ces nouvelles technologies algorithmiques, plus toutes ces découvertes en neurosciences pour se rapprocher progressivement de notre cerveau. Vous avez peut-être entendu parler des interfaces cerveau-machine. Vous savez, c'est les machines qu'on va pouvoir piloter avec notre cerveau directement par la pensée. Tout ça non plus, ça n'est pas de la science-fiction. On est capable aujourd'hui de, par exemple, vous avez peut-être vu ça sur Internet, de piloter des drones par la pensée. C'est très facile à faire. Il suffit d'un espèce d'électroencéphalogramme portatif qui capte vos ondes cérébrales, qui identifie les zones que vous activez à certains moments, et ensuite d'associer ces activités cérébrales au fait de décoller, de se poser, de tourner à droite, à gauche, ce que vous voulez. C'est très facile. Facebook, ils ont présenté à l'une de leurs dernières keynotes une technologie qui permet de poster des messages directement sur Facebook par la pensée. Qu'est-ce que c'est leur objectif à Facebook en faisant ça? Alors, c'est de savoir effectivement ce que vous pensez, mais pas que. Leur objectif, c'est de disrupter notre propre technologie à nous. Notre propre technologie à nous pour communiquer, c'est le langage. Ça a marché pendant des millions d'années, c'était très utile, mais en fait, ce n'est pas très efficace le langage. Pourquoi? Parce que lorsque vous communiquez, déjà, vous dites jamais ce que vous voulez dire. C'est très difficile d'exprimer par le langage quelque chose de très fidèle à sa pensée. Il n'y a que quelques très 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 grands auteurs capables de faire ça. Donc déjà, on est très mauvais pour faire ça. Et deuxièmement, parce que la personne en face de vous a sa propre représentation du monde, a sa propre carte du cerveau. Autrement dit, elle ne reçoit jamais le message que vous lui donnez. L'idée de Facebook, c'est de disrupter le langage pour passer des idées de cerveau à cerveau. Accélérer la communication entre les humains en passant des idées directement. Pour certains d'entre vous, ça a l'air complètement fou. Il y en a beaucoup qui vont le refuser et se dire « mais ces gens-là sont complètement dingues ». Sachez que c'est une évidence dans la Silicon Valley et que c'est acquis pour tout le monde qu'on va rentrer progressivement dans ce nouveau monde. Qui parmi vous, juste pour savoir, pense que toutes ces technologies que j'ai évoquées, notamment l'intelligence artificielle, va détruire plus d'emplois qu'elle va créer? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est juste pour avoir une idée. Donc le reste, vous pensez qu'elle va recréer plus d'emplois qu'elle va détruire? Ou alors vous n'avez pas d'opinion? Qui n'en sait rien? Qui est courageux? Non, je rigole. Alors, là-dessus, vous avez deux scénarios. C'est fascinant parce que quand vous regardez dans la presse en ce moment les gens qui s'expriment sur ce sujet, vous avez vraiment deux écoles vraiment distinctes. Vous avez des gens, alors souvent c'est des économistes ou des politiques qui vous disent aucune inquiétude, l'intelligence artificielle, les algorithmes vont détruire des jobs, mais ils vont en recréer d'autres, peut-être encore plus que ceux qu'ils ont détruits. Alors déjà ces gens-là n'en savent rien, premièrement. Leur argument, les prémices de leur argument pour dire ça, c'est de dire l'intelligence artificielle est une technologie comme les autres. Les technologies par le passé ont détruit des jobs, mais en ont recréé. Donc l'intelligence artificielle va détruire des jobs et va en recréer. Classique. Sauf qu'ils ne répondent pas à la question en disant ça à ces gens-là. Puisque la question
savoir si elle va détruire plus de jobs qu'elle va créer, c'est de savoir est-ce que l'intelligence artificielle est une technologie comme les autres. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, là, il se pourrait qu'on détruise plus de jobs que ceux qu'on recrée derrière. Et quand je vous dis que c'est intéressant de regarder qui dit quoi, lorsque vous regardez des gens comme Bill Gates, comme Steve Jobs à l'époque, comme Elon Musk, c'est le cas en ce moment aux États-Unis, c'était le cas de Stephen Hawking, le fameux chercheur qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ces gens-là nous disaient tous « non, cette fois-ci c'est différent. L'intelligence artificielle n'est pas une technologie comme les autres. » Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, on s'attaque à la dernière spécificité de l'homme au travail, on s'attaque à son intelligence. Autrement dit, ce qui auparavant nous permettait de détruire des jobs et d'en recréer, c'était notre intelligence qui nous faisait inventer des nouveaux trucs. Si on modélise progressivement toute notre intelligence, il n'y a aucune raison pour qu'on ne fasse pas progressivement disparaître le travail. Alors, je répète ce que j'ai dit au début, l'intelligence artificielle n'a pas encore ce niveau-là. Mais si on bascule progressivement vers une intelligence artificielle aussi complexe, flexible, puissante et adaptable que la nôtre, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas progressivement réaliser toutes les tâches. Si et seulement si. On n'y est pas encore, mais si c'est le cas, à ce moment-là, le travail disparaîtra. Mais ce qui est fascinant, comme vous le disiez, c'est vraiment de scinder les deux camps. Il y a des gens qui refuseront de voir ça. Qui se disent non, l'homme a toujours besoin de travailler, il n'y a aucune raison que le travail disparaisse, etc. Encore une fois, si la machine atteint notre niveau de performance intellectuelle, il n'y a plus aucune raison pour qu'on occupe des jobs. La question après qui se posera, c'est quelle organisation de société, avec quel modèle, quel business model, etc. On n'en est pas là, je vous rassure, mais simplement analyser les argumentations des deux camps lorsqu'ils vous parlent de ça, c'est fascinant. On retrouve vraiment économistes politiques d'un côté, Schumpeter, destruction créatrice, et de l'autre, des entrepreneurs, autrement dit, des gens qui ont fait la preuve d'une seule chose dans leur vie au moins, c'est de leur capacité à être visionnaires, c'est-à-dire à anticiper des choses que personne n'avait vues mais qu'ils ont vues à tout le monde. C'est ça la différence entre les entrepreneurs et les autres, c'est que vous ne savez pas pourquoi, ils ne savent peut-être même pas pourquoi eux-mêmes, mais à un moment donné, ils ont lancé une boîte en se disant « Tiens, le monde voudra aller là et donc je vais y aller avant tout le monde ». Tout le monde pensait qu'ils avaient tort et ces gens-là y vont. Je ne sais pas pourquoi. Autrement dit, les entrepreneurs, souvent des serial entrepreneurs, ceux qui lancent plein de projets et qui réussissent, souvent ces gens-là ont des succès en série. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont une intuition, ils ont une vision. Après, la question, c'est qui vous préférez écouter sur ce camp ? Est-ce que c'est plutôt les économistes ou les politiques, ou est-ce que c'est plutôt les entrepreneurs qui ont fait leurs preuves ? Moi, je ne vous dirai pas pour qui, mais j'ai déjà choisi mon camp là-dessus. Autrement dit, je ne suis pas très inquiet sur tout ce qui est destruction de jobs ou pas. Parce que regardez, si on est dans le premier cas, destruction de jobs et recréation, c'est-à-dire ce que les économistes ou les politiques nous disent en ce moment, ça veut dire problème d'hier, solution d'hier. Formation, il suffit de former les gens au nouveau job, tout simplement. Si par contre, cette fois-ci, on détruit plus de jobs qu'on crée, si on est dans le scénario l'IA prend les jobs, à ce moment-là, évidemment, ça veut dire réorganisation de la société, peut-être nouveau business model, etc. Dans les deux cas, c'est de la bonne nouvelle. Parce qu'il faut se rappeler un truc, c'est que toutes ces technologies sont darwiniennes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles émergent, elles se diffusent, elles se répliquent, etc. uniquement si on les adopte. Si on n'en veut pas, si elles ne sont pas pertinentes, si elles ne sont pas au niveau de fiabilité et de performance d'un être humain et qu'elles le dépassent, on ne les laissera pas émerger, ces technologies. On les laisse émerger et se diffuser simplement parce qu'elles créent de la valeur. Pensons plutôt, pensez aux jobs qui disparaissent, etc. Pensons plutôt à toutes les découvertes médicales qu'on va faire, la guérison de certaines maladies. Pour ceux que ça amuse, pensez peut-être au transhumanisme. Vous savez que le rêve de Google, ils considèrent la mort comme une maladie et ils veulent rendre l'être humain immortel, ils veulent le guérir de la mort. Pensez à toutes ces choses-là. Pensez aux vies qu'on va sauver sur les routes avec notamment les voitures sans chauffeur qui évitent les accidents, etc. Pensez à la place qu'on va libérer dans les centres-villes si progressivement on n'est plus propriétaire des voitures et qu'on fait que de l'usage uniquement avec des voitures en libre service. Pensons à toute la valeur que ça crée pour l'humanité. Alors quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est inégal puisque c'est uniquement les GAFA qui vont récupérer cette valeur. Je vous rassure, ce scénario-là, il est impossible. Parce que s'ils récupèrent toute la valeur et qu'il n'y en a plus pour le reste, il s'écroule. Il n'y a plus personne pour consommer ce qu'ils vont produire. Donc au bout d'un moment, ça ne tiendra pas. Effectivement, on commence à voir les débuts de ce déséquilibre de valeur et il faut peut-être encadrer, réglementer. Mais ce déséquilibre-là ne pourra pas tenir. Mais encore une fois, soyons optimistes et concentrons-nous plutôt sur la valeur. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a des petites choses qui peuvent faire soit un peu peur, soit vous choquer, soit avec lesquelles vous n'êtes absolument pas d'accord. Je suis sûr parmi vous qu'il y en a parmi vous qui pensent que le salariat ne va jamais disparaître, que c'est un acquis qui doit être préservé, etc., etc. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on en discute tous. En tout cas, j'étais ravi de vous faire cet exposé. Et maintenant, je vous propose qu'on aille plus loin, surtout avec ceux qui ne sont pas d'accord, pour qu'on essaie de trouver un équilibre commun. Merci à tous de m'avoir écouté.